c'est un risque, en fait, tu vas avoir des étoiles filantes où tu vas penser que c'est des tu vas penser court-circuiter. Mais en fait, le sujet, c'est que... Je pense qu'il faut beaucoup de maturité pour savoir utiliser de l'argent correctement. Exactement. En fait, les short-term wins sont souvent liés à l'argent, alors qu'en fait, c'est souvent des long-term loss. Alors que nous, on s'est beaucoup plus dit, ok, on va investir tout de suite dans le contenu. Notre site, il va être ultra basique. Ça va pas être une guerre mondiale. En revanche, les gens, quand ils vont aller sur notre page Instagram et les marques, quand elles vont voir la façon dont on met en avant leurs produits, ils vont se dire, c'est sublime et on voit ça nulle part ailleurs. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Aujourd'hui, je reçois Édouard Caraco, fondateur de The Braderie. Le monde est petit puisqu'Édouard est aussi le fondateur de Wing, que vous avez entendu ici il y a peu avec Antoine Santonac. Ce que je ne savais pas au moment où on a pris contact. Salut Laurent. Ça va ? Top, merci. Super. The Braderie propose des drops de marques premium sur Instagram, des marques haut de gamme comme des marques plus jeunes et plus pointues. Avec plus de 40 000 followers, The Braderie cartonne et j'aimerais comprendre plusieurs choses. Déjà, comment vendre sur Insta, c'est la base. Comment construire la communauté, comment et où se passe la transaction, est-ce qu'il y a des tips que Édouard peut nous donner. Ensuite, l'importance du contenu et du paid pour sponsoriser des contenus qui incitent à l'achat. Là aussi, je suis certain qu'Édouard a des choses à nous apprendre. Merci encore à toi, Édouard, d'avoir accepté l'invitation. Merci à Viviane Lipski qui a permis cette rencontre. Édouard, donc t'es le cofondateur de Wing, c'est ça ? Ouais, alors j'ai cofondé Wing avec Jean-Baptiste, Antoine, Justin et Tim. Tim qui est aussi ton associé sur The Braderie. Exactement. En fait, moi j'ai grandi à Paris. On a grandi, Tim et moi, on a fait le même collège. On est parti étudier à Londres dans la même école. On a monté notre première boîte. Vous étiez à la London School of Economics. Exactement. À chaque fois que je prononce ce mot, je pense à la Polytechnic School of London de... C'est kiff. Ouais, sauf que le LSI, c'est l'une des meilleures écoles du monde, quoi. Bah écoute, c'est pas là-bas que j'ai appris le plus. C'était vraiment dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est pendant nos études, on a monté notre première boîte avec Tim. On faisait du Airbnb management à Londres. À Londres. Ça s'appelait comment ? Kiwi. Ok. En fait, tout bête. On a tous les deux fait un stage à l'étranger à la fin de notre première année, à New York. Et on a dû gérer nos appartements respectifs sur Airbnb à distance. C'était le début d'Airbnb en Europe. Et on s'est rendu compte que gérer ton appartement à distance sur Airbnb, c'était une tannée pas possible. Donc on est rentré, en fait, on était les deux premiers clients de notre boîte. C'était du Airbnb management. On a géré jusqu'à 50 appartements. Okay. Donc tu mets sur Airbnb, tu fais le ménage, tu fais le roulement des clés. Objectivement, on n'a pas du tout... Où étaient les appartes ? Ils étaient dans Londres. Dans Londres. Ouais. Donc vous étiez à New York et vous gériez des apparts à Londres ? Non, pardon. En fait, la boîte était créée à Londres ? La boîte était créée à Londres, on était rentré à Londres. Mais c'était pendant notre stage à New York qu'on a eu l'idée de monter ça. D'accord, exactement. Okay. Et donc là, en fait, au départ, tu dois trouver des femmes de ménage, tu dois gérer l'appartement, gérer les appartements, gérer le roulement des clés, gérer le roulement des draps. Ça a très bien marché, 50 appartements sous gestion. Le marché à Londres était hyper propice. Hyper dynamique. Hyper dynamique, ouais, hyper propice. Capital où il y a exactement. Et il y a plein d'étudiants. Les étudiants, ils sont à Londres 6 mois par an, donc tu as en fait un marché d'appartements vides pendant 6 mois que les étudiants essayent de rentabiliser, mais ils sont pas là par définition parce qu'ils sont pas à Londres. Donc nous, on restait à Londres et on gérait les appartements. Donc ça a bien fonctionné, 50 appartements sous gestion qu'on a développé pendant nos 3 années d'école à Londres. Donc on n'était pas souvent en cours. Avec une facturation mensuelle, c'est ça ? C'est un ouais, abonnement ou 18%. 18% des revenus. D'accord, mais ça veut dire que t'es bon chez Airbnb ? En fait, c'est nous qui avions l'annonce sur nos comptes Airbnb. Vous faisiez la gestion carrément. Exactement, okay. Tout. Et en fait, à la fin, nos clients, ils arrivaient, ils nous laissaient les clés de leur appartement, ils partaient 2, 3, 4 mois. À la fin, on leur donnait une facture et on leur versait 82% des revenus. Ok. Et pendant ce temps-là, nous, on avait fait le ménage, le roulement des clés, etc. Donc 50 appartements sous gestion. Ouais. Je sais pas, à 150, 100, c'est quoi le panier moyen pour une nuit ?
C'était entre 150 et 300 pounds. On a vraiment fait des très beaux mois. Et puis nous, à l'époque, on était jeunes, on n'allait pas en cours. On était complètement à fond derrière cette boîte. C'était LSI qui est l'une des meilleures facs du monde et tu veux pas en cours. Et on faisait le ménage. Ok. Parce que vous faisiez littéralement le ménage. On avait des femmes de ménage, mais parfois pour faire t'as pas le choix. Parfois tu dois y aller. Donc c'est l'humain, quoi. ma mère comprenait pas que ma chambre était pas rangée, mais j'avais 50 appartements où je faisais les lits. Mais c'était un moyen pour nous de survivre à Londres, parce que nos parents ils nous ont bien aidés en nous payant nos études et nous payant nos loyers. Mais bon, après, Londres, c'est une ville qui est super chère et c'est une ville c'est un business qui nous a permis de survivre et même bien profiter à Londres. À la fin de nos études, on a décidé d'arrêter Kiwi. Vous l'avez revendu, vous avez fermé, on a fermé. Okay. C'était pas revendable parce qu'on l'avait pas scalé opérationnellement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin potentiellement d'apprendre de grands groupes. On était jeunes. Tim et moi, on avait peut-être 20 ans à l'époque. 21. Tim est parti bosser en banque chez JP Morgan en M&A. Okay. Et moi, je suis à Londres. Et moi, je suis allé bosser chez Amazon dans e-commerce. À Londres aussi. Okay. Et en fait... Attends, qu'est-ce que tu as appris en faisant Kiwi? Ce que j'ai appris, déjà la démerde, qui est hyper importante, la gestion du stress, et on a surtout appris je dirais qu'on a surtout pris goût à l'entrepreneuriat avec Tim, et on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires. Tim, c'est mon meilleur pote depuis qu'on a 10 ans, et tous les jours en allant on allait nettoyer des chiottes et on était content d'y aller parce qu'on était tous les deux et on savait qu'on montait quelque chose ensemble. Donc je dirais qu'on a été piqué par l'entrepreneuriat très tôt, à 18 ans, tous les deux, parce que en fait toute notre aventure entrepreneuriale jusqu'alors elle est liée avec Tim. Et aussi on a eu quelques regrets de se dire que si on l'avait mieux préparé à le scaler opérationnellement, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus gros. Aujourd'hui il y a des beaux succès. Je pense à Check My Guest, c'est des mecs que je connais bien qui l'ont monté, qui ont une très belle success story à Paris. Ils sont à Paris, ils sont pas à Nantes? Ils sont à Paris, Check My Guest. Okay. Ils sont très sympas. Geoffrey Hbia, qui est très cool, qui d'ailleurs s'occupe de mon appartement maintenant à Paris quand je suis pas là, tu vois. Donc je suis très content qu'il y ait d'autres personnes qui fassent ça ici à Paris. Mais je dirais qu'on a vraiment été piqué par l'entrepreneuriat avec cette première aventure. Donc quand on allait bosser respectivement lui chez JP et moi chez Amazon, on continuait de s'appeler tous les jours en disant putain mais en fait c'est tellement pas du tout fait pour nous ces grands groupes. Moi chez Amazon, alors on est de nature quand même assez travailleurs. Lui, Tim se faisait démonter en M&A. Il rentrait à 4h du mat. Moi, chez Amazon, j'attendais, je regardais l'heure. À 18h, c'était mon temps de partir, je me cassais. Donc vraiment, je m'épanouissais pas du tout professionnellement. M&A, JP Morgan, premier job après LSI à Londres. Il a dû se faire assassiner. C'est les semaines à 100 heures, quoi. Ah, les semaines à 100 heures. Il me racontait que dans le taxi du retour, à 2h du matin, il commençait à avoir des visions. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, peut-être c'est bon, j'arrête, quoi. Peut-être qu'il faut que j'arrête. Trop de data room. Exactement. Okay. Bon, alors après, maintenant, il a évidemment appris une énorme rigueur de travail. Et il y a plein de skills qu'il a appris chez JP qui met maintenant à profit dans The Braderie. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as appris chez Amazon? Honnêtement, pas grand-chose. Très honnêtement, ok. Je vais être transparent. En fait, très vite quand je suis arrivé, je me suis dit c'est pas fait pour moi. T'es resté combien de temps? Je suis resté 4 mois. Oui, d'accord, ok. Donc en 4 mois, en fait, j'ai appris en fait le revers à 2 mains longue ligne au ping-pong sur la table de ping-pong d'Amazon, et il est exceptionnel. C'est un bon insight, ça, quand même, pour si quelqu'un d'Amazon nous écoute, alors que t'étais peut-être pas à ta... Je pense là d'un coup à un truc. J'ai un ami qui s'appelle Bruno Soulez et qui fait un podcast qui s'appelle If This Then Dev, qui m'expliquait une anecdote rigolote quand Sheryl Sandberg cherchait un job, son premier job. Elle sortait de Stanford, je vais pas dire de bêtises. Elle a fait le tour de toutes les grosses boîtes de la Silicon Valley et elle est tombée un jour dans une startup où elle passait un entretien, et cette startup c'était Google. Elle passe l'entretien avec Eric Schmidt qui lui demande comment se passe sa recherche. Eric Schmidt, elle lui répond que ça se passe très bien et que Google c'est sympa, mais qu'elle a priori elle est chez un grand IBM, HP ou les autres. Et elle lui montre son Excel où elle a toute la liste de ses des boîtes dans lesquelles elle va bosser. Et là, Eric Schmidt lui dit un truc. Il lui dit, il y a 2 types de boîtes. Il y a les boîtes où il y a plus de boulot que de gens pour le faire, et les boîtes où il y a plus de gens que de boulot à réaliser. Chez Google, il y a plus de boulot que de gens pour le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de travail, mais qu'aussi on peut créer le poste de ses rêves. C'est marrant parce que là, ce que tu dis en fait, c'est qu'il y a Amazon fait partie. Enfin, en tout cas, là où t'étais, moi, c'est mon dans expérience. Voilà, je veux pas. Bien sûr, on va pas généraliser. Exactement. Parce que j'ai des copains qui y sont et qui adorent. Maintenant, moi, ça me correspondait pas. Ok. C'était sur quel type de poste? J'étais dans la partie marketplace d'Amazon. Et en fait, mon job, c'était d'améliorer les performances des revendeurs sur Amazon au UK. Ok.
Okay. Et honnêtement, c'est pas trop mon délire de faire ça. J'avais un peu l'impression d'être un pion, j'avais pas du tout l'impression que j'allais pouvoir avoir un très fort impact chez Amazon, et c'est la réalité. C'est une boîte exceptionnelle qui est gigantesque, et finalement que je sois là ou pas, et pourtant c'est pas du tout une question d'ego, hein, c'est plus me dire est-ce que ce que je fais ça a vraiment un impact, est-ce que je kiffe vraiment ce que je fais. J'étais pas épanoui en fait. Très vite j'ai réfléchi à partir. À l'époque j'avais eu quelques interviews chez Stuart qui se lançait à Londres. Tout à fait. J'avais pensé y aller, et en fait il y a Jean-Baptiste Maillan, donc le fondateur de Wing, qui m'a contacté à ce moment-là. On avait des relations en commun parce qu'il avait suivi, moi j'avais fait un stage chez Vente Privée à New York, et il m'avait suivi dans le stage, il était juste après moi, et donc on avait quelques relations en commun là-dessus. Et lui, quand il venait de lancer Wing avec Justin et Antoine, et il avait en tête de tout de suite se développer à Londres, qui est un gros marché. Donc Wing, c'est une boîte de logistique e-commerce. Alors si vous avez écouté le podcast d'Antoine, il l'aura mieux expliqué que moi. Mais donc voilà. Et à ce moment-là, pour faire simple, hein, c'est comme Cubin, ça permet de faire du ship from store. Exactement. Donc une commande est passée en ligne, mais l'inventaire est en boutique. Et bien Wing permet à la boutique de donner le produit à Wing, qui va faire le packing, le shipping et préparer la livraison, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, donc il me contacte. Moi, le projet m'intéresse. Je trouve que la logistique, c'est un métier qui est pas rocket science, mais hyper intéressant parce qu'il y a plein d'optimisation à faire. C'est un métier de marge, quoi. Exactement. Il y a des économies d'échelle à faire. Le business à Londres était intéressant. Je me dis ok, vas-y, ça me chauffe. C'est encore tout petit. C'était une super startup school parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et je convainc Tim de quitter JP et de nous relancer tous les deux en fait dans Wing pour le monter à Londres. Comme associé. Donc okay. En fait, on rejoint la structure de JB, Antoine et Justin à ce moment-là, et on développe le business à Londres. Le business à Londres se développe bien. Alors après, on voit qu'il y a des complications. En fait, le marché du transport est plus fragmenté en Angleterre qu'en France. Où en France, en fait, les logisticiens du type Cubin ou Wing, la marge, elle se fait sur le prix du transport qu'on négocie parce qu'on mutualise les volumes de tous nos clients, et on négocie les tarifs de transport avec la Poste. Et puis en fait, on marge sur ces tarifs qu'on refacture à nos clients. Quand en Angleterre, en fait, le marché de la Poste est hyper fragmenté, il y a plein d'acteurs, donc il y a beaucoup moins de marge à faire. C'est comme en fait si à l'époque il y avait que Orange SFR et qu'on margeait sur les forfaits à 60 balles, alors qu'en Angleterre il y avait déjà Free, donc il y a beaucoup moins de place pour se marger quand les forfaits maintenant ils sont full internet. Ouais. Je sais pas si tu comprends la comparaison, mais c'est un peu le marché. Ouais. Donc on développe ça, et en fait en parallèle de ça il y a une activité qui se développe bien en France avec Vente Privée. Je sais pas si Antoine en a parlé pendant le podcast, mais on développe un modèle qui s'appelle InShop. On va récupérer les produits directement dans le magasin des marques clientes de vente privée et on rapatrie ça dans notre entrepôt à Saint-Denis. Et ce business se développe très bien. VP, ils sont présents partout en Europe sauf en Angleterre. Donc rapidement, il y avait plus trop de sens d'avoir une structure en Angleterre. Nous, on ferme le UK, et avec Tim, on rentre en France pour développer le business Wing X VP. Et ça, on l'a fait pendant 6 mois, 1 an. 6 mois, je crois, on est rentré en France. C'était il y a 2 ans et demi maintenant. Okay. Et c'est là que nous est venue l'idée de monter The Braderie. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a décidé de quitter Wing. On n'a pas vendu nos parts à ce moment-là. On a vendu nos parts 1 an et demi après, donc cet été. Dans une levée, donc vous êtes sorti récemment. Voilà, exactement. Okay. C'était un petit peu avant une levée. C'était un investisseur historique qui a remis au pot. Et qui voulait cleaner cleaner. Nous, ça faisait un petit bout de temps qu'on était partis. On était des petits actionnaires. On est sorti, c'est pas une somme qui nous permet de nous arrêter, bien au contraire, mais c'était en fait plus chez Wing, toujours agréable, et c'est surtout chez Wing qu'on a eu l'idée de monter The Braderie. En fait, c'était en travaillant entre les marques et vente privée qu'on a identifié qu'il y avait pour les marques un besoin. En fait, les marques, faut bien comprendre l'écosystème des marques dont on parle. Donc là, les marques avec lesquelles on travaille, c'est des marques de luxe accessibles qui ont un développement retail. Donc ça veut dire quoi une marque de luxe accessible? C'est pas une marque fast fashion, donc c'est pas H&M, Zara, et c'est pas une marque luxe LVMH. Les marques luxe accessibles dont on parle, c'est le segment Bache, Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Zadig. C'est vraiment SMCP qui a développé ce modèle, qui font des produits de bonne qualité, avec un très bien mis en avant, très belle campagne marketing, des super beaux magasins, qui offrent en fait une expérience assez luxe, avec un price point qui est quand même bien en dessous des géants du luxe, mais qui est nettement au-dessus aussi des marques de fast fashion. Ouais, ok. Et donc ces marques-là, en fait, elles se trouvent sur un modèle de développement retail. Et le développement retail impose qu'il y ait du stock. Parce que toi et moi, quand on rentre dans un magasin,
On veut sortir avec le produit, donc il faut que le produit soit en stock dans le magasin. Exactement. Ouais. Parce que il y a des coûts fixes liés au magasin et lui, il a besoin de rentabiliser son magasin. Et en fait, aujourd'hui, si tu vois si tu fais un camembert du stock qui rentre dans un magasin, sur 100% du stock, il y a 50% du stock qui est vendu full price dans le magasin. Il y a à peu près 30% qui est vendu en solde et il y a 20% qui sont des invendus. Ok. Et ces 20%-là, en fait, les marques les rapatrient dans leur entrepôt central. Et à ce moment-là, la marque, elle regarde quels sont ces... Attends, pardon, je prenais une note. Tu m'as dit 50 qui est vendu full price. 50% full price, 30% off price. Off price dans le magasin. Et il y a 20% restants qui remontent du coup dans le stock général, le stock centralisé de la marque. De la marque, exactement. Okay. Et à ce moment-là, la marque, donc ça, c'est la fin de saison. Donc tu vois, là, c'est la fin de l'hiver. La marque, elle peut pas tout de suite rebalancer de l'hiver. Ça part sur la saison d'après. Évidemment. Donc tu te retrouves toujours en N-1 sur notre métier. Et en fait, à ce moment-là, la marque, elle a plusieurs canaux disponibles. Soit elle a des outlets en propre. On voit qu'il y a beaucoup de marques qui développent ça, donc la Vallée Village, The Village à Lyon. Enfin, c'est une activité. Avec souvent, alors il y a effectivement les invendus de la saison passée. Ouais. Il y a aussi des lignes spéciales, non? Alors ça, c'est vraiment dépendant des marques. Il y a certaines marques qui se le refusent. En tout cas, nous, en tant que déstockeurs, parce que c'est notre métier, on impose aux marques de nous proposer des produits qui ont été proposés à 100% de leur prix. Oui, pas une création spécifique. Exactement. Ouais, bien sûr. On se défend vraiment de proposer ce type de produit. Donc il y a ces 20% de stock restant. La marque, elle a soit ses canaux de distribution en propre, donc ça va être des magasins outlets en propre, soit des outlets sur leur site. Et après, il y a des déstockeurs. Donc les déstockeurs, il y a 3 gros acteurs en France qu'on connaît. Donc il y a VP, anciennement vente privée, Showroom, Bazar Chic. C'est vraiment les 3 plus gros. Il y a Zalando privé qui se développe aussi beaucoup. Et il n'y a pas eu de nouvel acteur depuis la création de VP, Showroom et Bazar Chic qui correspond un petit peu, enfin ça correspond à 2004. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile, c'est un très beau métier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un métier qui a une vocation hyper noble. La première vocation de ce métier, c'est d'une part, ça fait vraiment c'est un vrai partenaire des marques. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est que je suis pas un nouveau flux pour les marques qui plug et c'est juste une connexion. Non, on crée des liens très très forts avec les marques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on travaille avec les marques au moment où elles sont le plus fragiles. C'est le moment où elles sont en réduction, où elles font hyper attention à leur image, et t'es un partenaire des marques hyper important parce qu'en fait, tu leur permets de récupérer du cash pour qu'elles puissent refinancer leur collection suivante. Donc on est beaucoup plus qu'un revendeur classique. C'est pour ça que nous, en fait, nos interlocuteurs chez les marques, je parle nous en tant que des stockeurs, on travaille directement avec le top management des marques. Toi, t'es un déstocker, hein, tu te mets bien dans cette catégorie, on est d'accord. Mon métier, c'est ça. Ouais. Je le fais différemment des autres acteurs. Maintenant, mon métier, c'est ça. Moi, je vais voir une marque, je lui demande quel est le stock que tu as disponible, comment on va monter ensemble une vente et comment on va mettre en avant ta marque, auprès de notre communauté, qui est une communauté ultra stratégique pour les marques. On pourra en revenir. Ultra quali. Nous, aujourd'hui, on est les spécialistes des 18-35 ans, femmes. Et pour s'adresser à cette communauté-là, on utilise le canal qu'elles utilisent le plus, c'est Instagram. Donc, c'est pour ça qu'on fait des ventes. Qu'est-ce qu'on peut acheter sur The Braderie ? Alors, aujourd'hui, nous, on fait des ventes éphémères. Ouais. Donc, c'est les anciennes collections de marques premium ultra sélectionnées. Donc, on fait un mix. C'est vraiment de la mode, notre savoir-faire. On fait un mix entre des marques très connues. Donc, les marques très connues qu'on peut mentionner, on a fait Desptio, Vanessa Bruno, Pablo. Là, on discute avec toutes les plus belles marques. Donc, tu vois, on discute évidemment avec SMCP. On discute avec Zadig. Alors, c'est SMCP. Sandro Masclodi Pierlot, pardon. Ok. On discute beaucoup avec les marques du fonds Expérience Capital, donc qui était monté par Elie Coubier et Frédéric Bius, anciennement SMCP, qui ont des super marques. Je pense à Sœur, je pense à Sessoun, le slip français, Bali Baris, qu'on a déjà fait. T'as le droit de les citer ? Alors, Bali Baris, on a déjà travaillé avec eux. Ouais. Les autres marques, c'est des marques avec lesquelles on discute. J'aimerais travailler. J'aimerais beaucoup travailler avec eux. Mais une marque, elle a pas forcément intérêt à faire savoir qu'elle bosse avec des déstockeurs. Maintenant, c'est bon. Tu me diras, c'est tellement... Objectivement, en fait, moi, mon métier, je réinvente pas la roue. Ouais. Il y a des super commerciaux chez VP, Showroom et Bazar Chic qui ont évangélisé le marché. Moi, aujourd'hui, quand j'appelle une marque, elle sait de quoi il s'agit. En revanche, je le fais différemment et moi, je le fais de façon beaucoup plus qualitative parce que je vais beaucoup mieux protéger l'image des marques avec lesquelles je travaille. En fait, une marque, quand elle déstocke, elle est sur un trade-off, c'est vendre beaucoup très vite pour récupérer du cash. Et le trade-off, c'est ne pas trop affecter son image. Et il faut trouver le bon ratio, en fait. Et nous, on arrive de plus en plus, parce qu'au départ, évidemment, tu vends pas beaucoup. Alors, notre proposition de valeur depuis le départ, c'est de faire du très beau contenu auprès d'une
d'une communauté ultra stratégique et d'offrir un écrin qualitatif aux marques parce qu'on ne multiplie pas le nombre d'événements qu'on propose. C'est 2 événements en simultané. Donc vraiment, c'est un écrin qualitatif auprès des marques. Je vous invite à aller voir notre page sur Instagram, The Braderie, donc TheBradery. Vous allez voir, honnêtement, c'est beau, c'est léché. Sur le marché, il y a pas, enfin, on est le seul à faire ça. Donc on protège vraiment l'image des marques. En revanche, évidemment, quand t'es petit, tu fais pas de volume. Mais maintenant, de plus en plus, on arrive à proposer, à faire du volume. Mais surtout, il faut les convaincre, une marque, Sandro, de te donner du... Serre-toi. Ouais, il faut de te donner du stock. Et selon... Qu'est-ce que tu leur racontes pour qu'elles te choisissent toi et pas quelqu'un d'autre? En fait, ce qui est très difficile, mais je pense que toute personne qui a monté une place de marché, parce que finalement, moi, c'est ça, c'est pas les produits que je crée. Ouais. Donc, je mets en relation un stock auprès d'une communauté d'acheteurs. Au départ, ce qui est compliqué, c'est que les marques vont chercher des acheteurs et les acheteurs vont chercher des marques. Et t'as pas d'acheteurs, t'as pas de marque. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Après, nous, on a toujours, en fait, depuis le départ, on sait qu'on est au service des marques. Je pense que c'est ultra important de ne pas oublier que notre métier, c'est d'être au service des marques et d'être un partenaire des marques. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait depuis le départ, c'est avant de se lancer bêtement, donc en partant de chez Wing, on s'est dit, OK, VP, showroom, bazar chic, finalement, ils ont la même proposition de valeur, ils déstockent massivement. En termes de protection de l'image, c'est peut-être un peu moins bien qu'avant, parce qu'il y a 50 événements en même temps. 50 ventes par jour. 50 ventes en même temps, et puis ils vont vendre à la fois des poubelles en plastique et une belle marque de mode. Donc, mais ça fait 30 ans qu'ils bossent avec eux. Exactement, ils font des volumes de dingue. Donc pour les marques aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'autres acteurs que VP, showroom et bazar chic. Donc nous on se dit, OK, il y a quelque chose à faire, il faut protéger l'image des marques qu'on propose, et puis il faut rajeunir l'audience des marques, parce qu'aujourd'hui VP, showroom et bazar chic, ils targetent ma mère. Ma mère, elle est complètement folle de VP. Quand je lui ai dit que je allais potentiellement monter un site qui allait faire grosso modo la même chose, elle me dit, mais attends, mais t'es complètement fou, vente privée, c'est fou, c'est top, génial, etc. Maintenant, plus ma mère elle me dit ça, plus je me dis en fait il y a quelque chose à faire, parce que il y a pas un cas où ma copine va acheter sur exactement le même endroit que ma mère. Ça montre bien qu'il faut adapter le discours. Donc on part avec ce postulat là. Mais au lieu de partir la fleur au fusil en disant on va faire ça comme ça comme ça comme ça, ce qu'on a fait en fait c'est que nous on avait accumulé beaucoup de contacts en travaillant chez Wing, parce qu'en tant que logisticien e-commerce on travaille avec des marques. On a appelé les marques. Donc moi je me souviens, là on a retravaillé avec eux. Je me souviens de Fago. Je les avais appelés au tout départ, sans même leur proposer une offre commerciale en fait, en leur disant bonjour, voilà, je veux monter une nouvelle plateforme de déstockage. Aujourd'hui, comment est-ce que vous déstockez? Quel est le comment est-ce que si tu devais dessiner le partenaire rêvé, comment est-ce que tu le dessinerais? En fait, j'ai fait ça avec 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 marques. Je me souviens de Pablo, avec qui j'avais eu la chance de rencontrer Laurent Gerbi, qui est le fondateur de Pablo et Gérard Darel. Bah pareil, en fait, il m'expliquait, voilà ce qu'on aimerait. Et en fait, c'est avec tout ce feedback-là qu'on a monté The Bradery. D'accord. Donc il y a quand même une grosse phase de conception, de service design. Alors cette grosse phase, je dis grosse parce que t'es allé le faire en tout cas. On l'a fait. Parler à des acteurs pour leur demander ce qu'ils voulaient. Exactement. En fait, on est partis tous les deux en voyage avec Tim après notre expérience chez Wing. Je sais pas si vous êtes perdus, mais chronologiquement c'était il y a 2 ans. On part en voyage. On est bon. Ok. Donc il y a 2 ans après Wing. Il y a 2 ans après Wing, ouais. On part. Ça fait 8 ans que je vois Tim tous les jours, petit déjeuner compris, et on décide de se séparer pendant 2 mois et demi. Oh là là, l'enfer. Le cœur, terrible, machin. Tim part en Inde, je pars en Amérique centrale. Dans l'optique de se vider la tête et de revenir frais avec un nouveau projet. On savait qu'on allait le monter ensemble. On revient, on se dit, OK, il y a un truc à faire dans la vente événementielle. On va s'enfermer chez mon grand-père à Biarritz pendant 3 semaines, avec l'idée de monter une plateforme de vente événementielle et de designer cette plateforme-là idéale pour les marques. On savait qu'il fallait qu'on soit au service des marques, donc il faut qu'on parle aux marques. Donc en fait, là, à ce moment-là, on fait tous les contacts qu'on a et on appelle tout le monde. Donc on est dans le bureau de mon grand-père à Biarritz et on appelle tout le monde. Voilà, machin, comment est-ce que vous voyez le truc, etc. Donc petit à petit, on se rend compte que les marques veulent qu'on protège leur image. C'est le premier point. Que l'audience est vieillissante chez VP et l'audience est vieillissante chez les marques. Toutes les marques cherchent à rajeunir leur audience. Donc il faut qu'on arrive à targeter les jeunes. Et à ce moment-là, il y a Instagram qui annonce Instagram Shopping, en fait, Instagram Shopping qui te permet de se faire un swipe up dans tes stories. C'était déjà il y a 2 ans, ça? Ouais, c'était il y a 2 ans. Alors, je sais plus comment ils appelaient ça, mais bon, en fait, ça te permet de taguer tes produits sur tes posts Instagram. Ouais. Et donc là, on se dit, OK. En fait, tu leur envoies ton flux, c'est ça, et toi, tu peux ensuite taguer tes produits. Tu connectes ton store à ton Instagram et ça te permet de connecter, en fait, de taguer tes produits. Au lieu de taguer Laurent Kretz, je vais taguer t-shirt gris. Et ça te ramène non pas sur un autre profil Instagram, mais sur ton site, store. Sur ton store. Et en fait, on se dit, OK, Instagram, c'est le réseau du beau.
t'es obligé de faire des belles photos pour fitter sur l'écosystème d'Instagram. Donc ça coche la case de protéger l'image des marques. On veut targeter les jeunes, tous les jeunes sont sur Instagram. Et nous, on fait des ventes événementielles, et Instagram, ça explose autour d'un outil qui est la story, qui est du contenu événementiel. On se dit, il y a un alignement des étoiles énorme, il faut qu'on devienne le premier acteur de vente éphémère sur Instagram. C'est ce qu'on lance. Alors là-dessus, nous, on avait 0 budget, donc on s'est lancé, après avoir écouté les marques, quand on leur a proposé ça, ils ont dit, c'est pas con, machin, faites vos armes avec des petites marques et rappelez-nous après. À ce moment-là, nous, avec Tim, on met tout notre argent de côté. On met une fortune colossale, donc 3 000 euros chacun, qu'on investit tout de suite dans le contenu. En fait, on considère que la tech, on n'a rien investi encore aujourd'hui jusqu'au mois de mars. Notre site, c'est un Shopify template gratuit. On a investi 0 euros. On a juste investi notre temps, surtout le temps de Tim, qui a réussi à, sans savoir coder, sans aucune formation tech, à builder le site. En fait, c'est relativement facile. 2 ans plus tard, tu referais la même chose? Le même choix? 100%. Moi, je pense que being poor makes you smart. En fait, being quoi? Being poor makes you smart. J'ai vécu 6 ans à Londres et j'ai un accent de merde. Mais je considère qu'en fait. Donc, être pauvre te rend intelligent, quoi. Complètement. Okay. En fait, en tout cas, je considère que parfois, le fait d'avoir tout de suite trop d'argent à disposition, c'est un risque, en fait, tu vas avoir des étoiles filantes où tu vas penser que c'est des courses, tu vas penser court-circuiter. Mais en fait, le sujet, c'est que... Je pense qu'il faut beaucoup de maturité pour savoir utiliser de l'argent correctement. Exactement. En fait, les short-term wins sont souvent liés à l'argent, alors qu'en fait, c'est souvent des long-term loss. Alors que nous, on s'est beaucoup plus dit, ok, on va investir tout de suite dans le contenu. Notre site, il va être ultra basique. Ça va pas être une guerre mondiale. En revanche, les gens, quand ils vont aller sur notre page Instagram et les marques, quand elles vont voir la façon dont on met en avant leurs produits, ils vont se dire, c'est sublime et on voit ça nulle part ailleurs. Donc, on s'est vraiment focus sur le contenu. Donc, nous, en fait, on a commencé à payer la création de contenu. On a recruté relativement vite une directrice artistique. Vous payez pour la création de contenu dès le lancement? Ouais. En partenariat avec des marques, enfin, avec des marques à revendre? Exactement. En fait, on a à ce moment-là, on a en fait contacté des jeunes marques parce qu'on savait que les grosses marques allaient pas passer avec nous. Ouais. Donc on a contacté des jeunes marques que tu peux trouver sur Instagram. Notre première marque avec laquelle on a travaillé s'appelle Maraji. C'est une marque de sacs. On avait dû vendre, je crois, 15 sacs. Et on avait l'impression qu'on avait monté Amazon. Ouais. J'ai cru que j'étais Jeff Bezos l'histoire d'une journée, pas du tout. Mais en fait, c'était hyper gratifiant de voir que sur la première journée, il n'y avait pas que des acheteurs qu'on connaissait. Ça, c'est il y a 2 ans. Donc, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi lors de la création. Tu attends d'avoir quelle audience? C'est quoi la première vente? Raconte-moi la première vente. Combien d'emails tu as? Comment elle se passe? Elle se passe où? Alors, on lance sur Insta. À ce moment-là, on avait travaillé un petit peu en amont sur une communauté. T'as mis combien de temps à lancer? À créer cette communauté. Alors, au début, je pense que quand on a lancé la vente, on avait peut-être 500 followers. Pas plus. Non. Mais t'as fait de l'achat média. J'ai fait un peu d'achat média au départ. Mais, enfin, en vrai, on avait 3 000 euros chacun. Donc, on n'avait pas, les ressources, elles étaient ultra limitées. Ok. Donc, t'avais à peu près 500 followers. C'est ce que tu veux dire, à peu près 500 followers. Ouais. Les emails, t'en avais? Non. Okay. Honnêtement, on avait la possibilité, évidemment, mais alors là-dessus, j'ai beaucoup de chance d'être avec Tim, qui est, je pense, un peu plus posé que moi sur ces questions-là. Moi, j'aurais eu, il y a 1 an et demi, j'aurais eu potentiellement tendance à dire, mais attends, fais pas chier, on achète 30 000 followers, ça va nous coûter 300 balles, et comme ça, on monte aux marques, on a 30 000 followers. C'était un peu le truc short-term win que tu pouvais penser. Où j'achète 50 000 emails et sur les 50 000 emails, il y en a bien 1000 qui fonctionnent et ça fera toujours 1000 personnes contentes de ta vente. Mais en fait, réalistiquement, là, fast forward 1 an et demi après, je me rends compte que ça aurait été vraiment des grosses conneries. Et je le referai jamais parce qu'en fait, les gros acteurs, ils savent tout, en fait. Google, Gmail, ils savent très bien si t'as acheté les 50 000 emails. Et après, t'auras beau te faire chier à trouver 50 000 top emails d'une croissance organique que tu as développé toi-même super bien, si tu as niqué ta base au départ, dès le départ, tu pars... T'es foutu, tu vas dans les spams directs. Sur Instagram, si tu as acheté des followers, les gens ils verront jamais tes posts. Ouais, c'est leur pénalisé algorithme dans ton reach. Quoi. Exactement, l'algorithme il le voit, il le crame direct. Donc nous là-dessus, on a été Alors, j'essaie de reformuler avec mes mots, mais pour que les auditeurs, peut-être les moins avertis, mais en gros, si les likes ou les fans ou les followers qu'on a achetés sur les réseaux sociaux sont des faux comptes ou des comptes qui sont tagués comme des faux comptes, quand on poste un contenu sur ces réseaux sociaux, le reach, donc ça veut dire le nombre de personnes qui vont voir mon post dans mon réseau ou en dehors de mon réseau,
est sanctionné, ou en tout cas est pénalisé par le fait que j'ai des faux followers ou des faux likes dans mon, Il le montre même sur pas. mon compte. En fait, à l'époque, Instagram, c'était chronologique. Donc, en fait, si je postais, au départ, si je postais il y a 2 heures et que vous me suivez, je poste il y a 2 heures, Laurent poste il y a 1 heure, vous auriez vu le post de Laurent, puis le mien. Puis, il y a quelques années, ils ont changé, ils ont fait un algorithme, où, en fait, c'est basé sur l'intérêt généré. L'engagement. Ce qui est assez logique, en fait, parce que ils savent que si un post intéresse la communauté Instagram, ils ont tout intérêt à me le montrer, comme ça moi ça a une probabilité que ça m'intéresse, c'est assez élevé, et donc en fait à chaque fois que je vais ouvrir Instagram, les posts qui génèrent le plus d'intérêt vont être mis en avant. Donc c'est assez naturel, il y a rien de, souvent les gens se disent et vertueux dans l'absolu. Vertueux, en fait ils se demandent comment fonctionne la black box d'Instagram, de l'algorithme. En fait moi je me pose un peu la question à l'envers, c'est quel est l'intérêt pour Instagram? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je me connecte le plus de fois possible sur Insta, donc qu'à chaque fois que je me connecte, il y a un contenu qui m'intéresse. Donc en fait, ils vont me montrer le contenu qui peut potentiellement m'intéresser. Et pour ça, il faut créer du contenu intéressant auprès d'une communauté qui ça va intéresser. Tu le dis très bien. Et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. C'est faut se mettre à la place de l'utilisateur final. Qu'est-ce que Google veut au-delà de vendre de la pub et de faire de l'argent, hein. Google veut satisfaire ses utilisateurs. Ouais. User-centric. Pareil pour Insta et Facebook. Exactement. C'est pas le grand méchant loup. Ouais. Ils veulent juste qu'on se connecte le plus possible pour qu'après ils puissent nous mettre le plus de pubs possible avec le plus d'audience possible pour la vendre la plus chère possible. Relativement clair. Donc, quelques centaines de followers. Vous vendez des sacs. On vend des sacs Maraji. Bonjour à la marque Maraji. Je sais pas si ça se souvient de nous. Vous avez refait des ventes avec eux? Non. Pourquoi? Parce que elle a été enceinte. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce que j'étais au Who's Next ce week-end. Ouais. Et j'ai une fille de mon équipe qui a vu Maraji. Et donc, on va potentiellement refaire une petite vente avec eux. Excellent. Ouais. Très bien. Tu vois. Un Shopify, un compte Insta que vous avez créé quelques semaines ou quelques mois auparavant. Ouais, 0 dépense tech, 0 €. Que de l'organique, 500 followers, 0 €, pas d'email, un partenaire qui accepte de faire une vente avec vous, Maraji. Exactement. Une quinzaine de sacs vendus, bradés. Il coûtait combien avant le... On devait être, nous, notre métier, c'est de faire du moins 60% de réduction. Donc, disons que le sac était à peut-être 250, je l'ai plus en tête. Mais il a été vendu 100 balles. Sortir à 100 balles, ouais. Okay. Quelque chose comme ça. Le logisticien, c'était beau parce que la logistique, on connaît. Wing. On est passé par Wing, qui s'est occupé de tout et qui s'en est très bien occupé. Et puis en fait, petit à petit, on a fait notre petit bonhomme de chemin. On a fait après une vente, on a passé à 2 ventes par semaine. Puis on a convaincu en fait des marques comme ça, en leur montrant le contenu qu'on faisait et puis en disant ouais, aujourd'hui je fais 15, puis la semaine d'après je fais 25, puis la semaine d'après je fais 50, puis la semaine d'après je fais 100 pièces vendues. Fast forward, ça c'était il y a 1 an et demi. Avance rapide, pardon. On se retrouve aujourd'hui. Vous êtes combien de personnes dans la boîte? On est 7. 7. Donc vous deux, Tim et toi, fondateurs. Ouais. Et qui sont les 4 autres? Alors après, on a l'équipe contenu. Vraiment, le contenu, c'est la clé pour nous. Donc, on a recruté 2 personnes en contenu. Il y a Luce qui nous a rejoint rapidement. C'est notre directrice artistique. Okay. Qui vient d'une agence de DA. Il y a Marie qui travaillait avant chez Oh My Cream, qui s'occupe de notre brand. Donc, qui travaille sur le discours de The Braderie, qui travaille surtout quel discours on raconte pour chacune des marques qu'on propose. En fait, si vous nous suivez sur Insta et la façon dont on met en avant les marques, il y a un vrai travail de faire découvrir les marques ou faire redécouvrir les marques. En fait, on fait pas seulement du contenu achat, on fait aussi un contenu, parfois on fait souvent du quiz, on essaye vraiment de raconter l'histoire des marques. Je considère que c'est hyper important parce que les marques, elles ont souvent quelque chose d'intéressant à raconter, une histoire propre à elles, une ADN propre, et en fait Marie va travailler main dans la main avec les marques pour faire ressortir cet ADN. Et après on a Dorine qui nous a rejoint de chez My Little Paris et qui s'occupe de la grosse, donc de l'acquisition. Oh My Cream, My Little, une agence créa. Ouais. Okay. Que des filles, il y a Tim et moi. Et on est très bien entouré. Ce qui est intéressant, là, je suis en train de naviguer sur votre page Insta, hein, mais c'est qu'il y a effectivement une DA et un style qu'on retrouve sur toutes les photos, quoi. Alors qu'à chaque fois, c'est des créas différentes. Enfin, des produits, des marques différentes. Exactement. Donc, vous faites vos propres shootings. Alors, la marque, en fait, elle va nous confier les photos portées et les photos packshot de tous les produits. Donc, quand vous cliquez pour découvrir la vente, les produits qui sont sur thebraderie.com, les photos qui sont sur thebraderie.com, donc fond blanc classique, porté, pas porté, à plat, tout ça c'est ce que les marques nous fournissent en fait, qu'elles nous exportent de son site internet qu'elle a mis en avant l'année dernière. En revanche, nous on va recréer du contenu pour Insta pour redonner envie aux gens de découvrir cette collection. On remet au goût du jour une collection de l'année précédente. C'est quand même, l'année précédente c'était pas il y a 10 ans, faut retweaker un petit peu, faut repépser un peu la marque, les produits, et puis en fait nous on se rend compte que c'est des produits qui sont hyper valorisables. Nous, notre métier, c'est de vraiment valoriser l'existant. Les produits sont toujours des top brands avec lesquels on travaille, qui nous confient du super stock. On a des super pièces qu'on peut proposer. Je me souviens, il
je dirais la première pièce où on était super fiers de vendre, c'était un manteau. On l'appelait le manteau Girardeau de chez Pablo. On l'a super bien vendu. On était out of stock très vite dessus. Et je me souviens, j'étais super fier de vendre ce manteau. Il était trop beau. La marque nous avait confié du super bon stock. En fait, les marques, on est hyper content et reconnaissant de ça. C'est que comme on fait du contenu très quali, qu'on s'adresse à une communauté stratégique, les marques, elles ont tendance à nous donner la crème de la crème du stock qui leur reste. Donc après, à nous de bien mettre en avant ces produits-là, c'est-à-dire qu'une même marque va faire plusieurs opérations de déstockage avec vous et d'autres. Ouais. Aujourd'hui, on est complémentaires des sites de déstockage traditionnels. Et puis et comment est-ce qu'elle fait le split entre un showroom privé, un bazar ou un VP et vous? Il y a, en fait, VP, c'est vraiment le leader. VP, c'est ils font un volume impressionnant. Qui n'est pas sur VP aujourd'hui, qui ne reçoit pas la newsletter de Cécile de Rostand. C'est une success. Alors je me suis désinscrit, mais ma copine reçoit toujours. C'est toujours Cécile de Rostand? Je sais pas, mais c'était elle à l'époque. Exactement. Mais en vrai, moi, je suis ultra admiratif de la success story de VP. J'ai même moi-même un peu bossé quand j'étais chez VP à New York. C'est une boîte de dingue. Enfin, c'est incroyable. Je fais une parenthèse, mais je vous invite vraiment à écouter cet épisode avec Jacques-Antoine Grandjean, le fondateur, sur Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, mon associé. Mais c'est une histoire incroyable et il est très humble, pardon, et c'est une incroyable histoire, quoi. Ouais, c'est dingue. Ils ont inventé un business, en fait. C'est là qui est exceptionnel. Et moi, j'ai pas du tout la vocation enfin, nous, on n'a pas inventé. Je pense qu'on modernise ce qu'ils ont fait. On l'adapte à une communauté qu'ils ont du mal à toucher. En fait, ils sont très forts pour toucher ma mère. Ils sont moins forts pour toucher. Il y a aucun post sur leur compte VP France. Je t'invite à regarder leur Insta. C'est pas. Non, pardon, c'est Insta dont je parlais. Non, ils sont pas très forts sur Insta. Non. Après, le problème. Pourquoi ils y vont pas? Et pourquoi est-ce que toi t'y es? Enfin, pourquoi tu y es? Pardon, tu nous l'as expliqué, mais pourquoi ils y vont pas? Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, Insta, faut avoir une vraie stratégie Insta. Faut recréer du contenu pour Insta. Et puis, faut avoir une ADN quand même qui correspond à Instagram. Je suis pas sûr que vente privée l'est. Et puis, en fait, le problème, c'est que VP, ils ont potentiellement aujourd'hui ils se prennent un retour de flamme du fait d'être trop grands. C'est-à-dire que ils ont évidemment un pourcentage de commentaires négatifs, et puis en fait les réseaux sociaux c'est souvent le bureau des pleurs de leur clientèle, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont prendre la parole, il va y avoir 50 commentaires ou 100 commentaires en disant j'ai pas reçu ma commande, etc. Donc en fait, potentiellement le fait qu'ils ne soient pas born and raised sur Instagram, leur communauté, elle est pas du tout éduquée à voir Instagram comme un support pour mettre en avant des ventes, mais plus comme un moyen de contacter le service client. Et pour ça, ils vont pas se gêner sur les commentaires. Donc, en fait, ça peut potentiellement plus faire social network shaming, quoi. Social network shaming. Et pourtant, moi, je leur jette pas du tout la pierre. Hein. Logistiquement, c'est un métier compliqué, le déstockage, parce qu'on récupère des stocks des anciennes collections. Donc, c'est souvent du stock qui a été manipulé. Donc, il y a une marge d'erreur qui est quand même plus importante que sur des produits qui sont neufs. Enfin, les produits sont neufs, mais qui n'ont jamais été manipulés. Le stock est chez toi? Non, alors moi logistiquement il y a 3 modèles. Ouais. Soit le dropshipment si la marque elle est organisée, donc la marque expédie directement mes acheteurs. Ça aujourd'hui c'est je dirais une vente sur 5. Après le deuxième modèle c'est la pré-réception. Donc la pré-réception c'est la marque me livre toutes les pièces qu'elle m'a confiées avant la vente. Et ça c'est ce que je préfère moi parce que ça me permet d'avoir un contrôle complet sur le stock. Je sais exactement ce que j'ai en stock et je peux livrer très vite. Je peux livrer en 72 heures. Sinon, après, je passe commande. Donc, je passe commande 2 fois pendant la vente. Une fois 2 jours après le début de la vente et une fois à la fin de la vente. La marque me livre directement chez mon logisticien et je livre mes acheteurs. Okay. Et ça me permet de livrer en 5 à 7 jours ouvrés. Après, C'est agréable de maîtriser le stock parce que du coup, tu maîtrises aussi le shipping, exactement, le packaging et du coup, la qualité que tu offres à tes utilisateurs, quoi. Exactement. C'est pour ça que quand on décide de faire du dropshipment, on a vraiment fait notre due diligence, je dirais, pour reprendre les termes que Tim avait utilisés en M&A chez JP, auprès de la logistique des marques pour être sûr qu'elles vont pouvoir bien expédier à nos clients à la façon dont on veut qu'elles expédient. Ok, entendu. On a une seule chance de faire une première bonne impression. Ouais. Donc bon, nous, vu qu'on est encore petit, on fait vraiment gaffe à ce que la première impression soit bonne. Même si il y a évidemment quelques petites erreurs. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va dire technique du process et du tunnel après, juste pour comprendre un peu vous avez levé des fonds, vous êtes sur fonds propres? Alors, on était sur fonds propres pendant longtemps, les 3 000 € chacun qu'on a investi. Ils ont duré combien de temps? Ils ont duré longtemps.
Mais ça veut dire que vous bouffiez sur des réserves personnelles J'en bouffais chez ma mère. Ok. On travaillait dans l'appart du grand-père de Tim. Tim, il est retourné vivre chez ses grands-parents. Moi, je vivais chez mes parents. Et puis, je dépensais rien, quoi. Donc, finalement, tu peux rapidement... Puis, on était au chômage. Ok. Ouais, c'est aussi, Oui, honnêtement... oui, d'accord. Mais ça, c'est une donnée importante. Donnée importante. On était au chômage. Honnêtement, pour avoir vécu 6 ans à Londres, on n'aurait potentiellement pas pu monter notre boîte à Londres. Parce que voilà, mine de rien, t'as quand même des dépenses liées à ta vie, même si on a vraiment. Ouais, non, mais Londres, c'est cher. On était à Paris. Enfin, tu vois, quand on est retourné vivre chez nos parents, nous on avait 25 ans, non peut-être pas 23, 24, 25. Honnêtement, on s'était dit putain, on avait vécu 6 ou 7 ans tout seul, retourner chez ses parents. À New York et à Londres. Ouais, voilà. Et puis tu te dis, final, je retourne dans ma chambre où j'avais 18 ans, tu vois. Et donc vous tenez un bout de temps sur ce modèle, puis on a la bourse BPI. Ok. Bourse BPI, putain, j'ai oublié. Mais je crois qu'on a touché qu'une pour la première partie, 19 000 euros. 19 000 euros. On lève des fonds cet été. Cet été, ça veut dire quoi? L'été, là, on a touché l'été dernier. Ouais, l'été dernier. Ok. Pardon, ouais. On a levé, excuse-moi. Vous avez levé les fonds. On a levé des 2019, fonds l'été 2019. Ok. Ouais, pour vraiment développer le business. On commençait à avoir une très belle croissance. En fait, janvier, on fait 1000 euros de vente. Quelque chose comme ça. Janvier 2019, on fait 1000 euros de vente. Donc tout petit. On est en janvier 2020. Donc il y a un an, vous faites 1000 euros de vente sur le mois de janvier 2019. Ouais, ok. Exactement. Et le plus gros mois qu'on a fait en 2019, c'est 500 000. Donc on a fait une belle progression. C'est énorme. Ouais, on a eu une belle progression. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, notre proposition de valeur pour les marques est bonne. Et il y a des plus grosses marques qui nous ont fait confiance. Donc à partir du moment où une bonne marque me confie du bon stock à un bon prix, je le vends. Mon métier, c'est de faire en sorte que la marque me fasse confiance. Ok. Et donc vous faites une levée on fait une levée l'été dernier. On commence à avoir une croissance intéressante et on se dit avec Tim que en fait on se dit donc là on travaille vraiment comme des malades. On est à ce moment-là, on est à Station F, on est incubé par LVMH. Ok. À Station F et on passe je pense 90% de notre temps là-bas, quoi. On part tous les soirs à minuit, il fait nuit, on arrive tous les matins à 8h. On travaille comme des malades parce que c'est un métier qui est très opérationnel. Nous, on n'a pas levé des fonds sur un projet. On a levé des fonds sur une boîte qui tourne où il faut faire du SAV, où il faut emballer des paquets, où il faut aller chercher des marques, où il y a plein de trucs à faire. Et on est complètement sous-staffé. Donc, on fait la levée de fonds, le SAV, l'emballage, trucs, etc. On se met sous l'eau et on lève des fonds auprès d'investisseurs. On avait vraiment. LVMH est rentré? Non. Pourquoi? En fait, pourquoi vous leur avez proposé, ils ont pris. Alors, on a rencontré le fonds Aglaé. Ouais, bien sûr. Cyril Guenoun. Ouais, que je salue, qui est un mec et un fond incroyable. Il y a des super histoires. Super sympa. Ouais. Maintenant, on n'a pas levé avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit non. Parce qu'ils ont dit non. Ouais. Ça arrive. Aussi simple que ça. Du coup, il y a des gens. Vous avez levé avec des particuliers. Alors, nous, on s'est dit au départ, si on lève des fonds, sachant que nous, notre business, on a un BFR qui est ultra notre avantage. Parce que la transaction se passe sur mon site. Donc, je touche l'argent à T0. En revanche, je paye les marques 4 à 6 semaines après. Ok. Donc, moi, mon business se développait. On restait sur des coûts structuraux hyper faibles. Donc, on vivait, en fait, avec notre BFR. On vivait pas sur notre marge. On vivait sur le fait qu'on payait les marques un peu plus tard. On paye toujours les marques à temps, hein, mais on les payait un petit peu plus tard. C'est notre modèle. Et donc, en fait, on arrive à se développer relativement sur nos fonds propres. Mais on se dit, il y a un énorme coût à jouer. Il faut qu'on recrute, qu'on investisse plus dans la création de contenu, qu'on développe la partie commerciale et qu'on s'achète un peu du temps. Parce que là-dessus, il suffit que tu aies 2 mois de merde. Du temps, ça permet d'accélérer, quoi. Tu mets les clés sous la porte, alors que là, on s'est dit, il y a une volonté des marques de nous suivre. Il faut qu'on se laisse la chance de le faire. Comment on fait se laisser la chance de le faire? D'une part, recruter des gens, mais surtout, en fait, se faire ouvrir des portes auprès des marques. Et pour ça, en fait, on allait chercher des investisseurs qui allaient pouvoir nous ouvrir des portes. C'est vraiment la première idée quand on allait lever des fonds. C'était pas uniquement de récupérer de l'argent, c'était vraiment, alors les gens te disent smart money, mais nous en fait le smart money est très clair. C'est on a rencontré des investisseurs qui peuvent nous ouvrir des portes. Donc aujourd'hui un de nos investisseurs par exemple c'est Thibaut Keimer, le fondateur d'Arletty, qui font des ventes privées physiques. Lui nous fait quelques introductions quand il peut le faire. On a Pierre-Édouard Stérin, le fondateur de Smartbox et Otium, le fonds d'investissement, le fonds Otium, qui est ça a l'air d'être. Alors pareil, je vous invite aussi à l'écouter. Il est passé sur Génération Do It Yourself avec mon associé Mathieu Stéphanie. Ça a l'air d'être un mec incroyable. Alors il a cette réputation d'être quelqu'un de dur, mais quand tu écoutes son interview, moi je l'ai pas rencontré en personne du coup. Il a l'air incroyablement posé et puis brillant, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette interview. Alors, moi, je me souviens qu'avec Tim, on est allé dans ses bureaux, donc chez Otium, qui sont dans le Marais.
Pardon, pas dans le Marais, dans le Sentier, à Donc côté c'est du Hoxton. Pierre-Édouard, hein, c'est ça. Pierre-Édouard Sterrin qui a fondé Smartbox, qui est un énorme carton. Qui est une histoire incroyable. Smartbox, en gros, c'est un de ses mentors. Il est entre deux jobs, il a planté une ou deux boîtes. Un de ses mentors, amis, lui dit écoute, j'ai vu un concept génial dans un magasin en Belgique. Je t'en parle pour 50% de l'idée. Ouais. Pierre-Édouard Sterrin lui dit bah ok go, et ben cette idée c'est Smartbox. Donc son mentor lui a dit j'ai vu des box d'expérience en vente en magasin, il a pris 50% de Smartbox que Pierre-Édouard Sterrin lui a racheté quelques années ou quelques mois, je sais plus, quelques années peut-être après pour en faire le succès que c'est. Je crois que ça fait quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. C'est une machine de guerre. Ouais, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une success story incroyable. Et en fait, nous on a beaucoup aimé. On allait rencontrer Pierre-Édouard et en fait avec Tim on est deux ultra rationnels, que ce soit dans la vie professionnelle, privée. Enfin nous on est ultra rationnels, très compétiteurs et on se retrouve en face donc de Pierre-Édouard Sterrin qui nous installe et qui commence par nous expliquer donc qui il est, puis sa vision des choses. Et on se rend compte on pensait qu'on est très rationnel, on se rencontre avec quelqu'un qui est 100 fois plus rationnel que nous. Ça. Donc on se dit, ok, c'est une pensée ultra rationnelle, pensée structurée, ultra carrée, ultra transparent, mais il te dit des trucs de façon hyper transparente, potentiellement pas très politiquement correct, tu vois, mais hyper transparente, rationnelle, pragmatique. Et on sort de ce rendez-vous, on se dit, mais en fait, on veut partager notre aventure avec lui parce que on partage cette vision-là. Alors après, pour l'instant, ça se passe trop bien. Donc tu vois, on le voit pas très souvent. Nos investisseurs, on les voit pas hyper souvent, mais à chaque fois qu'on a besoin d'aide, il nous fait des intros. Il balade de moi. Demain, je vois quelqu'un de chez Fast Retailing, qui est une boîte qui a entre autres Comptoir des Cotonniers, d'accord, oui, Princesse Tam Tam, qui sont des marques que nous on aimerait bien mettre en avant sur The Braderie. D'énormes volumes, des centaines de points de vente en cumulé sur ces marques. Ok, d'accord. Et Pierre-Édouard m'a eu un rendez-vous. Il trouve toujours un moyen de m'avoir un rendez-vous et ça, je trouve que je suis hyper reconnaissant. Alors, tu vas pas me dire combien vous avez levé, mais je vous laisse imaginer, chers auditeurs, Pierre-Édouard Sterrin, le Arletty, c'est une belle levée confortable qui va vous permettre de tenir. En face, est-ce que tu peux nous parler de ton chiffre ou la croissance ou de votre objectif peut-être cette année? Ouais, alors on a donc sur les 6 premiers mois de l'année, donc de 2019 je parle, on a fait donc de janvier au mois d'août, on avait une croissance qui était relativement une belle croissance, mais qui en absolu nous laissait sur des chiffres relativement confidentiels. Sachant que tu as fait 1000 euros en janvier 2019. Chaque fois que j'ai fait 1000 euros. Donc là, en fait, je dirais que on part de started from the bottom. Ouais. Et de faire 100% de croissance pour passer de 1000 à 2000, c'est très simple. Ouais, quoi. ça va. Après, il faut aller les chercher. Mais donc de septembre à décembre, on était sur une très belle trend, des belles marques qui nous font confiance, plusieurs belles marques par mois. Et le truc que je peux dire, c'est qu'on a fait notre plus grosse vente. C'était une vente avec une belle marque de prêt-à-porter. On a fait 350 000 euros en une semaine. Avec une journée. Le plus gros mois, c'était 500 000. Ouais, exactement. Ok. C'était le même mois. Donc, premier mois 1000, le plus gros mois 500 000. J'imagine que ça fait un chiffre. Bon, peu importe, mais un beau chiffre sur la première année. Ouais, c'est incroyable. Honnêtement, on était contents. Mais alors après, je pense que tous les entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans. C'est qu'en fait, tes expectations, comme toi, t'es tous les jours dedans. Tes expectations, en fait, tu vois toujours le move d'après, en fait. T'as du mal à te dire que c'est bien. Ouais. On s'est juste dit, alors moi, je suis encore complètement addict. On a, nous, les entrepreneurs, cette tendance à s'auto-flageller qui est un petit peu. On voit pas le positif, on ne se félicite pas assez ou on ne se satisfait pas assez de ce qu'on a atteint. T'as toujours l'impression que tu vas te féliciter un jour. Ouais. Alors, il y a quand même une journée où on était comme des oufs. C'est que moi, je suis complètement addict à ça, mais on reçoit des notifications Slack à chaque fois qu'on a une commande. Ce qui fait que pendant longtemps, et ça on pourra en rediscuter, honnêtement on est très très proche de nos clients. Pendant longtemps on appelait tous les jours, on se bloquait des plages horaires avec Tim pour appeler tous les jours nos clientes pour savoir comment elles avaient reçu leur colis, quel était leur feedback, quelles étaient les marques qu'elles voulaient retrouver sur The Braderie. C'est hyper important. Hyper important. Moi je m'occupe aujourd'hui encore, je fais le SAV1. J'ai un stagiaire qui le fait de 9h à 18h et puis le soir et le week-end. Tu prends ton téléphone et le soir et le week-end. Okay. Le soir et le week-end je le fais. Okay. Je m'accorde le soir 1 heure de faire le SAV, et le week-end je m'accorde 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche, je fais le SAV, j'appelle. Et quand il y a une situation compliquée et que j'ai encore le luxe d'être petit en fait. Au bout d'un moment, il faut que je me batte avec mes armes. Il y a des très gros qui peuvent pas le faire, mais qui font beaucoup de volume. Moi, je fais moins de volume. En revanche, je peux m'accorder la possibilité d'être proche ouais. parce que je suis petit et j'ai vocation à le rester le plus longtemps possible.
pas petit, mais proche. Et ce que je veux dire, c'est, j'ai perdu le fil de ma pensée. Se féliciter, être satisfait de ce qu'on a. Voilà. Et on avait fait une très belle journée. On a fait 167 000 euros de vente en une journée. C'est beau, hein, la première année. Et là-dessus, je t'avoue que là-dessus, on a ouvert le champagne quand même. 167 000, 174 000 en une journée. 000, ouais. Mais même, on l'a pas battu encore. Sur ta première année, partir de 1 000 euros le premier mois et faire un gros mois à 500, c'est beau. Et vous avez des objectifs pour 2020 ? On espère, on va aller chercher entre 8 et 10 millions d'euros de volume d'affaires. De volume d'affaires. Ouais. Ok. Tu peux nous parler de la marge dans cette industrie ou pas ? Ouais, bien sûr. Nous, là-dessus, on n'a pas vocation à... Enfin, je suis ultra transparent. Je prends 25% de commission quand la marque s'occupe d'expédier, 35% quand c'est moi qui m'en occupe. Entre 25 quand elle expédie, 35 si c'est toi qui le fais, ce qui est assez standard. Ouais, marketplace. Je crois que sur la marketplace d'Amazon, on a à peu près ces chiffres d'ailleurs. On doit être entre 12 et 25. On a un travail qui est différent parce que sur Amazon, c'est juste tu plugues ton flux. Nous, on a un vrai travail logistique derrière, on a un vrai travail de mise en avant. Et surtout, nous, il y a un sujet, c'est que on fait pas 50 ventes en même temps. On fait 2 ventes en même temps. Donc moi, quand je prends la décision de mettre une marque en avant sur The Braderie, tu mets tout ton effort dessus. Je mets tout mon effort dessus, je recrée du contenu, je mets en avant la marque. C'est du média aussi, hein. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on prend une commission d'entre 25 et 35 selon le modèle logistique. Ok, tu as dit un peu plus tôt que ton modèle c'était une réduction de 60. Donc moi j'ai un produit qui vaut 100, je te le file à 40. Ouais. Tu le vends, enfin toi tu le mets en vente à 40 et tu prends entre un quart et 35%, donc un tiers on va dire. Exactement. Très bien. Donc moi mon produit qui valait 100 dans ma boutique, je touche en net au final si c'est toi qui l'as envoyé. Qu'est-ce qu'on a dit 40, j'enlève un tiers, je touche 25 quoi. Ouais, en fait, c'est à peu près, la marque, elle se retrouve à peu près sur ses coûts. Ok. Et ok, sauf qu'elle a plus de stock. Sauf qu'elle a plus de stock, elle récupère du cash. Elle récupère du cash, donc et elle a plus de gens qui portent son produit, et donc de bouche à oreille éventuellement. Exactement. Surtout nous, auprès de notre communauté, en fait, nous, c'est ce qu'on vend. Moi, je vends aux marques de rajeunir leur audience en utilisant leurs anciennes collections. C'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je considère que c'est beaucoup plus stratégique quand tu as un produit que tu vas mettre en réduction, de le proposer à des gens qui ont entre 18 et 35, qui demain auront le moyen de se l'acheter full price, plutôt que de le proposer à des gens qui ont 50 ans qui devraient l'acheter full price. S'ils ne l'achètent pas full price à 50 ans, ils ne l'achèteront jamais full price. Donc moi, ce que je dis, c'est tes produits sont top, mais ils sont un peu chers pour la communauté 18-35. Parce que voilà, on n'est pas encore full purchasing power. Donc propose-le à des gens qui sont pas encore full purchasing power, qui le seront demain. Et nous, pour ça, on va te mettre en avant ta marque de façon super qualitative. On va vraiment lisser l'image, faire ressortir ton ADN. Donc, on a fait des interviews des fondateurs, on fait des quiz sur les marques, on va vraiment beaucoup plus en détail sur l'ADN des marques qu'on propose. Et puis pour ça, et on protège vraiment l'image et on met très très bien en avant les produits et la marque. Ok. Le temps file, la discussion est passionnante. Je voudrais, en préparant cet entretien, Edouard m'a dit que sa sauce secrète, c'est la création de contenu, donc on va pas trop rentrer dans le détail, mais j'aimerais quand même que tu nous en parles un peu. J'aimerais que tu nous parles de l'achat média quand tu as une vente, et j'aimerais que tu nous dises si tu as testé d'autres réseaux que Instagram. Et on terminera encore quelques questions après. Mais ouais, bien sûr. Alors, stratégie Insta, c'est top parce que ça nous permet de super bien protéger l'image des marques, parce que c'est le réseau du beau et ça nous permet de nous adresser à notre communauté qui sont les 18-35. Donc on est fan absolu d'Instagram. Moi je suis très proche de l'équipe d'Insta. On est dans ce qu'ils appellent Startup Programme de Facebook. Donc on est invité, on est souvent au courant de ce qui se passe sur Insta. Honnêtement, moi je trouve que ce qu'ils font c'est du top niveau. Même moi je suis complètement addict d'un point de vue perso d'Instagram. Et puis il y a le shopping qui arrive. Il y a le shopping qui arrive. Alors là-dessus, à voir comment ça va se développer, mais de toute façon, nous, on a vocation à rester sur Insta parce que c'est une top plateforme. Actuellement, quand tu as une vente, tu fais un post, tu fais du sponsoring de ton post. Ouais. Et tu fais des stories. Alors, je fais pas tout le temps du sponsoring de mon post, je vais créer du contenu spécial pour des ads. Ok. Pour des ads. Ouais. Ok. Tu essaies d'avoir quel niveau de reach, c'est quoi ton KPI là-dessus ? En fait, c'est hyper différent selon les marques. En fait, il y a chaque marque une stratégie différente. Il y a des marques beaucoup plus niches sur lesquelles ça va être plus de l'image pour The Braderie. Donc par exemple, on a travaillé avec des marques comme Élise Chalmin, que j'aime beaucoup, qui est très sympa. Ils nous confient pas énormément de stock parce que c'est une marque qui est en développement. Donc c'est pas sur ces marques-là que nous on va. Donc faut gérer la déceptivité que entraînerait le fait que ton stock est potentiellement. Donc là-dessus, nous on va pas investir énormément de pubs achats. En revanche, on va essayer de bien mettre en avant le contenu concret parce que c'est cool d'avoir Élise Chalmin sur The Braderie. En revanche, et en même temps, c'est cool aussi de montrer aux gens que t'as plus de stock parce que ça montre que ça marche. Exactement. Mais alors ça, faut bien le jauger. Mais alors après, malheureusement,
pour vous, mais heureusement pour nous, on est quand même out of stock très souvent. Enfin là, on a lancé une vente polder ce matin. Je t'ai montré tout à l'heure, on était out of stock sur sur pas mal de produits. Ouais. Donc aujourd'hui, on vend vraiment super bien. On fait du contenu sur chacune de ces ventes. Chacune des ventes, et on a un budget qui varie selon ce qu'on veut faire de la vente. Et en fait, tout ça, c'est décidé avec la marque. On discute vraiment. S'il y a un truc que je dois ressortir de mon expérience, c'est qu'on est au service de la marque. Donc avec la marque, on discute. Déjà, nous, on fait tout le temps attention de ne pas cannibaliser l'audience de la marque. Donc on retire de l'audience adressée l'audience de la marque pour pas cannibaliser son audience, et parce qu'on va nous chercher une nouvelle audience. Et là-dessus, nous, on cherche toujours à avoir un ROS entre 8 et 12. ROS qui veut dire Return on Ad Spend. Donc si je dépense 1 euro, ça me génère 8 à 12 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est l'objectif de Dorine. Si tu m'entends, c'est ton OKR cette année, tu le sais très bien. T'as dit un ROS entre 8 et 12 ans. Ouais, exactement. Okay. Et pour ça, on recrée du contenu, on commence à bien savoir ce qui fonctionne, bien comprendre ce qui fonctionne. Et nous, vraiment, ce qu'il faut, on s'appuie sur la qualité des marques qu'on propose et la qualité du stock qu'elle nous met à disposition. Ok, actuellement on est d'accord que c'est publicité ou contenu sponsorisé ou post, un swipe up, ça m'amène sur le Shopify. Exactement. Qui est toujours le Shopify de base. Ouais, jusqu'au mois de mars. Du début. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après mars? Alors on a fait péter la tirelire. On a pris un freelance. Un thème payant. Un thème payant, ouais, un truc de ouf. Un freelance, Fred, super sympa, qui a bossé sur notre Shopify. Alors là, en fait. Donc vous restez sur Shopify? On reste sur Shopify. Vous développez un thème sur mesure? On développe je suis même pas sûr. Okay. Je sais pas s'il a utilisé un thème ou s'il développe un thème sur mesure. C'est plus Tim, mon associé, qui s'occupe de ces sujets-là. En revanche, on fait un rebranding, donc on va avoir un nouveau code couleur. Le site va être plus beau. Il y a du nouveau contenu qui va être mis en avant sur le site, et il va y avoir quelques moyens d'augmenter ton taux de conversion. Aujourd'hui, par exemple, on est sur notre thème. Il nous impose de mettre en avant les produits de façon Revco. Tu vois, donc en fait, s'il y a un pull Revco, pardon. Référence couleur, pardon, c'est le langage de professionnel, ça. Ouais. Référence couleur, donc t'as un pull gris, un modèle pull col rond. Ouais. S'il est gris, noir, rouge, ça va faire 3 vignettes différentes. Bref, ok. Alors que demain, enfin, en partir du mois de mars, tu cliqueras sur un modèle et tu vas pouvoir choisir ta couleur. Ouais, bien sûr. C'est pas rocket science, mais c'est des moyens de... Non, mais ça change vachement ta gestion et le back office. Exactement. Et du coup, le nombre de fiches produits que t'as à gérer. Le nombre de fiches produits, et puis pour ton taux de conversion aussi augmente. Ok. Donc ça c'est le process, hein. Ce que je disais, voilà, c'est que je vois une pub où j'ai un post, je fais un swipe up, j'arrive sur votre Shopify, vous restez sur Shopify, mais vous changez. Exactement. Alors une évolution en mars. Après, c'est important de signaler quand même que la grosse majorité de notre audience est organique. La pub aujourd'hui, c'est une partie sur les 45 45K, je sais plus, followers que vous avez 44. Sur Insta. 44. Ouais. Ça c'est la majorité de vos achats. Ouais, bien sûr. Ah, la majorité de nos achats, c'est de l'organique aujourd'hui. Mais c'est une super transfo. Elle est à 10 millions de ventes. Alors les 44 followers, j'imagine. Mais on a une base d'email qui a bien grossi. Il y a pas mal de base d'email qui n'est pas sur Insta. Tu peux nous donner le ratio achat 70% Instagram, 30% pas Insta. Et pas Insta, c'est donc emailing ou direct. Et vous avez combien d'adresses email? Je communique pas dessus. D'accord. Est-ce que vous avez testé autre chose qu'Instagram? On a testé Snapchat. Snapchat parce que mon ancienne copine travaille chez Snapchat. Bonjour Mathilde. Et elle nous a gentiment donné... Bonjour Alex, on l'avait encore jamais fait sur L'_X, pardon, Alex. On l'avait encore jamais fait sur le panier. Bah voilà, écoute. Salut Mathilde. Elle nous a gentiment donné un crédit sur Snap il y a quelques mois. Donc elle nous avait dit de nous donner genre 1000 balles. On a testé Snap. Le retour qu'on avait eu, c'est qu'on avait un coût au clic qui était très faible. Donc on arrivait à ramener beaucoup de gens avec peu d'argent. Ouais, en revanche, ça convertissait pas. Ça convertissait pas. Et là, j'ai déjeuné la semaine dernière avec Alexis Bonillo, anciennement le fondateur de Zenly, qui maintenant est 100% derrière Snap. Ok. Super mec, honnêtement, une histoire incroyable en plus. Ouais, en vrai, je me suis super bien entendu avec lui. On se croisait il y a très longtemps parce qu'on avait fait la promotion, ou voulait faire la promotion sur 365 apps de Zenly. C'était il y a longtemps. Comment s'appellent les deux fondateurs? Antoine Martin, non? Antoine Martin, ouais. Et moi, j'ai juste rencontré Alexis, trop sympa. Ça s'appelait Alertus, je crois. Alertus à l'époque. Ou Alert.us. Ouais, il m'avait raconté ça. Et qu'après, il l'a transformé en Zenly. Bref, success story de malade que tout le monde connaît. Pas forcément. Je crois rachat, 300 millions Snapchat, par Snap l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être. Ouais. Et donc là, maintenant, je crois qu'il a quitté, il est moins opérationnel chez Zenly et il est 100% chez Snap. Okay. Et je lui ai parlé de mon expérience donc que j'avais eu sur Snap, donc prix du clic pas cher, pas de conversion. Et il m'a dit que là, ça avait bien changé, donc on va réessayer. Nous, on n'a pas du tout vocation. C'est son métier de te dire. Ouais, il est très bon, il est très fort. Hein. Mais en même temps, tout se teste.
Bah, écoute, pareil, après avoir parlé de, si tu veux me faire un petit free coupon, Alexis, je sais pas s'il nous écoute, je le prendrai avec plaisir. Tout ce qu'on peut avoir gratuit, on le prend gratuit. TikTok, vous avez pas encore essayé? TikTok, on n'a pas essayé, non. Mais on les a rencontrés il y a peu pour Causa Vostra. Il y a ils sont très agressifs commercialement. Je vous invite tous à y réfléchir. Et puis les chiffres qu'ils nous donnaient, j'imagine réels, étaient impressionnants. Le reach, c'est du grand n'importe quoi. Après, moi, je suis pas sûr que ça soit adapté à mon business. Faut bien comprendre toujours pareil. Hein. Moi, c'est au service des marques, protection de l'image des marques. Donc, je peux pas faire n'importe quoi avec. Après, je suis obligé, moi, qui je veux targeter les 18-35, je suis obligé d'être hyper à même de ce qui se fait, de ce qu'on est censé faire pour s'adresser à cette communauté-là et d'être le vrai spécialiste de cette communauté-là. Donc, on est ultra attentif à TikTok, Snap, Pinterest. Après, on n'a pas encore trouvé, je dirais, la clé du succès qu'on a potentiellement trouvé sur Insta. Parce que nous, notre modèle de vente éphémère, il fit parfaitement bien avec le modèle des stories. Donc, c'est pour ça que il y a vraiment un alignement des étoiles, je dirais, entre nous et Instagram. Mais je suis surpris de ce que tu dis. Donc, vous faites principalement de l'organique. Ah bah ouais. Sur les 70% de ventes que vous faites et qui proviennent d'Insta, la majorité est organique. Ouais. Okay. En fait, on arrive à utiliser des bons leviers. Ouais. Mais tout le monde ne nous suit pas sur Insta. Donc tu vois, on va réussir à utiliser quelques leviers intéressants. Et c'est pas toujours de la pub Insta. En fait, le truc, c'est que moi, si je dois faire que de la pub sur Insta, moi, l'argent que j'ai levé, à aucun cas, je le dépense que sur Insta, sur de la pub. Tu montes pas un business comme ça. Moi, je monte un business où je convainc les trop belles marques de bosser avec nous, et c'est en m'appuyant sur la qualité des marques que je propose et la qualité du stock et la force du prix auquel elles me confient ce stock que j'arrive, moi, à faire en sorte qu'il y ait un vrai bouche à oreille. Je te donne un exemple. On a fait From Future, une marque de cachemire qu'on refait d'ailleurs le 3 février. On fait des marques 2 fois par an. From Future, super marque de cachemire. Ils nous ont confié 1200 pièces. On en a vendu 1093 à midi. On était out of stock sur quasiment tous les modèles. Et pourtant, on n'avait pas encore lancé les pubs. On a vendu 7 ou 800 pièces en 4 heures, uniquement parce qu'en fait, nous, on lance les ventes le lundi matin. Les gens, il y a le bouche à oreille au bureau. On a eu un cul énorme. On a eu une chance énorme. C'est que c'était le premier jour où il faisait froid. Les gens, ils sont arrivés au bureau, scaillé le cul, ils arrivent, bam, The Braderie, cachemire, un prix hyper intéressant, une marque ultra cool, des produits super sympas, jeunes pour le cachemire. Bah, t'arrives au bureau, toi, t'es chez Causa Vostra. Attends, t'as vu, t'as entendu parler de The Braderie? Causa Vostra. Causa Vostra, j'ai dit quoi? Causa Vastra. Causa Vastra. J'ai des gros problèmes d'élocution, tu vois. Donc, il y a aussi le bouche à oreille. Et en plus, tu préserves ta marge. Je préserve, dans l'absolu. Bien sûr. Moi, j'ai une marge en fait, moi, j'ai pas du tout vocation à monter un business. Enfin, nous, on cherche la rentabilité. Très honnêtement, on a levé une fois, on n'a pas vocation à lever une deuxième. On cherche la rentabilité. On veut monter un business long terme, périn, avec des marques partenaires, et on va développer ce business-là. On n'est pas du tout sur un modèle startup traditionnel. Je brûle du cash et on verra. Tu m'as dit que tu avais pour objectif de faire entre 8 et 10 millions l'année prochaine, avec 25% de marge et à 7, 10, allez, 15 employés. Vous allez dégager une très très belle renta. Alors, si vous atteignez vos objectifs. Déjà, 25% de marge. On va plutôt aller chercher du 35. Oui, déjà. Ouais. Je fais fourchette basse. Mais vraiment le 35. Là-dessus, après, t'as des coûts. Évidemment. T'as la logistique qui coûte cher. Nous, on charge 5 euros de livraison, 5 euros de retour. Ça nous coûte plus cher que ça. Donc, nous, il y a une partie de notre marge qui contribue à ces efforts logistiques. Après, on a évidemment quelques coûts de création de contenu, quelques coûts de marketing dont on a parlé, quelques coûts de tech avec l'investissement dans notre nouveau site, qui est certes contrôlé, mais on a vocation à être un business model rentable. Finalement, il y a pas de. Enfin, moi, j'ai toujours eu. Je cherche la rentabilité, je me cache pas. En termes de distribution, donc vous distribuez sur votre site. Est-ce que vous faites appel aussi à des affiliés? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vendre? Alors, on a un partenariat avec Tapage, qui est le média Millennials de My Little Paris, qui relaie nos ventes. Oui, ok. On travaille avec quelques influenceuses. Qui est un relais de vente. Ouais, ils mettent en avant nos ventes, mais l'achat, c'est que chez nous. La transaction, quoi qu'il arrive, elle se passera sur la transaction est chez vous, ouais. Ok, mais 100%. La promotion se fait en majorité sur Insta, 70%, le reste, 30%, le site, l'email, et donc, du coup, des partenaires comme Tapage. Ouais, exactement. Avec un partage, un revenu cher. Ok, d'accord, bon. Mais il y en a d'autres, des tapages? Non. Okay. On a vocation d'en trouver d'autres, mais pareil, toujours en fait, nous on travaille sur notre ultra contrôlé. Sur ultra contrôlé. Les gens qui viennent chez nous, je l'espère en tout cas, ils se font plaisir. On travaille dur pour que l'expérience d'achat soit le mieux possible. Et pour ça, en fait, si tu contrôles de A à Z le process, en fait, tu te permets d'être top niveau de A à Z. En tout cas, on l'espère. C'est ce à quoi on essaye pour qu'on travaille dur. Ça va faire 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des plantages?
Est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des plantages? Bah ouais, il y en a eu beaucoup, ouais. Est-ce qu'il y en a un dont tu peux nous parler avec un apprentissage lié derrière? Alors, déjà, la première erreur, je dirais, si je dois retenir de mon expérience entrepreneuriale, donc c'est la 3e boîte qu'on monte, la vraie erreur qu'on aurait pu faire. Que tu montes. Ah oui, Wing, ouais, tu comptes donc, Wing. Ouais. Kiwi, Wing, The Braderie. Ok. Les vraies erreurs, c'était de mal se répartir les rôles entre Tim et moi. Là, maintenant, on se répartit super bien les rôles. Moi, je m'occupe de la partie commerciale. Je passe ma vie en vadrouille à Paris, voir aller de marque en marque. Tim s'occupe de tout le reste. Donc là, tu vois, on est hyper bien délimité. Ça, c'est une vraie asset. Ça fait 20 ans que vous vous connaissez aussi. Ouais, c'est vrai. Mais on continue. Je dis 20, mais j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on continue d'autant se marrer tous les jours. Tu vois, c'est un vrai plaisir de venir bosser. Je dirais les vraies merdes qu'on a dû gérer. Ouais, je me souviens d'un truc assez drôle. Vous aviez pas votre stock chez Station F? Ah, mais on a eu plein de problèmes comme ça. On s'est retrouvé parfois en fait, on avait la première vente Pablo. Je me souviendrai toute ma vie de ça. On devait peut-être expédier, on avait peut-être prévu d'expédier 50 pièces. Et on a dû en vendre 400. Et on s'est retrouvé, en fait, on n'était pas organisé logistiquement pour passer chez Wing à ce moment-là. Blanche pour faire du packaging. Ah bah, on a emballé chez les grands-parents de Tim pendant 2 jours. Et en final, c'était Bagdad chez eux. Je pense que le grand-père de Tim a dû prendre 10 ans d'un coup, tellement il y avait du carton, le pauvre. On lui a pourri son appart. Mais c'est des super bons souvenirs aujourd'hui. Après, on a dû en faire 1 milliard d'autres erreurs. Mais je les ai pas en tête. Je les oublie. Je pense que j'ai une mémoire sélective qui me souvient des bonnes choses. C'est Mandela qui dit j'ai jamais fait d'erreur, j'ai que fait des apprentissages en fait. Ouais, quoi. il le dit peut-être beaucoup mieux que moi, mais moi aussi, il est beaucoup plus poète que moi. Et ça c'est une question habituelle sur le panier. Est-ce qu'il y a quel a été le tipping point, quel a été un moment, un déblocage où tu as senti une accélération du business et à quoi est-ce que c'est dû? En fait, le tipping point, pareil, toujours si on se dit que je suis au service des marques, le tipping point est que en fait moi, à partir du moment où j'ai une bonne marque, un bon stock et un bon prix, j'arrive à vendre. Faut pas oublier ça, tu vois. Le tipping point, en fait, il est sur le commercial. Et en fait, la première belle vente qu'on a faite, c'était avec une marque, c'est Vanessa Bruno, je le cache pas, qu'on a fait en septembre, où en fait, pour la première fois, on a fait des chiffres qui, quand j'allais voir une autre marque, faisaient que j'étais plus le gentil Edouard sympathique, etc. Quoi. C'était de leur dire, bon, maintenant, en fait, The Braderie, c'est pas seulement ils sont sympas, ils targetent les jeunes et c'est joli sur Instagram, c'est ils sont sympas, ils targetent les jeunes, ils sont jolis sur Instagram, mais en plus ils vendent. Et donc en fait, dans le trade-off que j'expliquais au départ, protection de l'image, vente, on n'était plus uniquement protection de l'image, on arrive à vendre. Donc en fait, les marques maintenant nous font confiance, et à partir du moment où les marques nous font confiance, bah on a une explosion du chiffre d'affaires. D'accord, mais vendre du Vanessa Bruno, discounté à 60%, c'est facile. Vendre du Maharaji, c'est plus compliqué. Ouais, mais c'est pour la notoriété de la marque, elle a eu un impact énorme sur l'efficacité de vos ventes. Exactement. On est d'accord. Hein. Donc exactement, mais c'est pour ça en fait le tipping point, ça a été, en fait, on a eu une croissance par escalier. C'est qu'à chaque fois, on arrivait à avoir une marque un peu mieux. Un peu mieux. Et là, maintenant, je suis reçu par toutes les marques, tu vois. Il y a des marques, en fait, nous, notre process de vente, il est long, parce que tu crées vraiment des liens hyper forts avec les marques. Avant qu'elles te fassent confiance, t'es jeune, machin, truc, etc. Elles se mettent en avant dans un discours dans lequel elles sont un petit peu fragiles parce que t'es en réduction. Donc, faut être ultra protecteur. Faut vraiment les mettre dans un décrin qualitatif. Et là, aujourd'hui, il y a pas une marque qui me dit non. Juste, elles me disent, c'est intéressant. Peut-être pas tout de suite, c'est pas ma top prio, mon calendrier de déstockage il est déjà designé, donc moi maintenant c'est à trouver des moyens pour faire en sorte qu'elle vienne le plus rapidement possible. Et de remonter en top of mind quand une marque pense déstockage. Quoi. Exactement. Ok. C'est l'objectif de cette année, tu vois, c'est vraiment de s'établir comme le partenaire privilégié des très belles marques. Ok, super. Ça fait 1 heure qu'on se parle. J'aimerais quand même parler un peu des outils que vous utilisez et des automatismes que vous avez mis en place. Donc, on a parlé de Shopify. Ouais. Est-ce qu'il y a quelques SaaS auxquels tu penses? Alors, Shopify, honnêtement, c'est exceptionnel. Vraiment, moi, je connais rien au code. Python, je sais pas quoi, Cobra, tout ce que tu veux, JPS, je comprends rien. Et vous êtes en Shopify standard ou premium? On est en Shopify Plus maintenant. Okay. Shopify, c'est top niveau parce que des gens qui se maîtrisent pas hyper bien la tech vont pouvoir monter des sites e-commerce sans trop de difficultés et même bien suivre tout ça. Donc ça, je trouve ça exceptionnel. Moi, j'ai tout sur mon téléphone. C'est ultra flexible, ultra agile. Ils prennent 10 sur 10. Après, on utilise, pour notre base d'email, on a commencé par MailChimp. Après, on est passé sur Sendinblue. Et après, maintenant, on est sur Klaviyo. Je crois que tout le monde recommande ça. Non, mais l'énorme vague Klaviyo. Ouais, mais c'est super bien connecté avec Shopify, en fait. À chaque fois, je le google à chaque fois, mais c'est Klaviyo de mémoire. Un truc chelou, comme tu le dis. Hyper bien connecté à Shopify. C'est un excellent CRM. On peut faire
Alors, je suis pas. Pardon, le podcast n'est pas encore sponsorisé. Si d'ailleurs vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Ouais, mais je suis sûr de négocier la rétrocommission. Hein, c'est moi aussi, j'en ai parlé. Hein. Ah, mais Klaviyo, t'es pas le premier à en parler. Ok. Pourquoi vous avez quitté Sending Blue? Alors qu'on on avait un super deal parce qu'on était à Station F. Et avec le code Station F en majuscule, vous payez 0€ de Sending Blue. Donc ceux qui nous écoutent, vous remercierez. C'est une très bonne plateforme hein, qu'on et en fait, aussi. Mais... en fait, le truc c'est que Sending Blue va beaucoup moins en profondeur, je dirais, sur l'analyse de données de tes utilisateurs. Okay. Quand Klaviyo, il va nous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur sur les cohortes. Et là maintenant qu'on commence à avoir des métriques qui nous permettent un peu d'historique. T'as du récurrent. Un truc, énorme. Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, je regardais tout à l'heure, on a 70% de returning customer aujourd'hui. T'as 2 ventes par semaine, hein, 2 ventes par semaine, un lancement le lundi, les ventes durent une semaine. On fait lancement le lundi, lancement le jeudi. 70% de returning customer sur la première journée aujourd'hui de lancement de la vente. Donc, returning sur 12 mois. En 12 mois, 70% ont acheté 2 fois. Aujourd'hui, il y avait 70% des gens qui ont acheté aujourd'hui avaient déjà acheté au cours de... depuis le début, depuis que vous comptez. 12 mois, ça fait. En fait, c'est des métriques que nous donne Shopify. Exactement. 70% de returning. Ok, tu connais le nombre d'actes d'achat moyen par an? Ouais, de tes utilisateurs. On a trop peu de recul aujourd'hui, mais ouais, on commence à bien regarder. Ok. Klaviyo, Slack, t'en as parlé tout à l'heure, vous avez fait Mailchimp et Sending Blue avant, Shopify Plus évidemment. Quels autres outils ou automatismes t'as en tête que tu peux partager? On utilise Notion. Ouais, pour tout ce qui est données internes, qui est honnêtement assez pratique, surtout pour la partie création de contenu, où elles arrivent à tous partager super bien sur Notion, et moi en fait j'arrive à suivre tout ce qu'elles font de façon assez, pas du tout pour fliquer, mais plus pour tu vois, quand je veux donner un peu mon avis, c'est super bien fait. Et on utilise Slack pour discuter en interne, mais je crois que maintenant tout le monde utilise ça. T'as des web services, t'as des hooks, dans Slack. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme alerte? Pas ouf en vrai. Moi j'ai juste les notifications Shopify. Qui arrivent dans Slack. Exactement, commande. Je trouve que c'est important que... Alors après, il faut couper un peu de notifications parfois, mais j'aime bien faire en sorte que dans la boîte, tout le monde ne perde pas en tête que North Stars Metrics, c'est notre chiffre d'affaires et donc le nombre de commandes. Tu travailles pas du tout ton SEO dans ton domaine, enfin pas du tout, pardon. On fait zéro Google Ads. Ouais. Zéro Google Ads, c'est pas 1€. Et non mais même en termes de SEO, comme tes ventes sont éphémères, ouais. Au-delà de des stockages, je vois pas. Ouais, ok, exactement. Edouard, c'était hyper intéressant. Je te remercie énormément parce que tu as été très très généreux en apprentissage, en données, en conseils, en tips. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Est-ce que ce podcast peut t'aider d'une manière ou d'une autre? T'envoyer des marques, j'imagine. Ouais, moi, mon métier, c'est d'être au service des marques. Je me le répète. Je pense que c'est la 10e fois que je le dis. Ouais. Mais moi, si vous avez des marques intéressées pour travailler avec nous, je serais toujours ravi de discuter avec vous, bien comprendre vos besoins. Nous, on a un vrai sujet de comprendre le besoin des marques. Tu vois. Est-ce que c'est d'être mis en avant auprès d'une communauté? Est-ce que c'est se séparer de ce stock? Est-ce que c'est récupérer du cash très rapidement? En fait, à partir du moment où tu comprends bien la problématique des marques, tu vas adapter la vente et tu vas faire en sorte que ce soit un succès pour toi et pour la marque. Donc, si vous êtes en adéquation avec ton audience. Exactement. Et ton médium. Exactement. Alors après, nous, sur l'année 2020, on va lancer l'homme. Donc aujourd'hui, on fait que de la femme. On va lancer l'homme. On a déjà fait une vente avec Balibaris, mais c'était avant Noël. Donc c'est que des femmes qui ont acheté pour leur mec. Donc ça, c'est super bien passé. Très content. Test intéressant. Et on va lancer l'homme en 2020. Donc ouais, a priori. Donc si vous êtes une marque de mode, c'est vraiment notre spécialité. Homme ou femme, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On a aussi fait Lipo. Tu vois ce que c'est, les valises? Oui. Du groupe Samsonite. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est super bien marché. On était out of stock sur toutes les valises. Donc si vous êtes des marques, même accessoires, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de discuter avec vous et de bien comprendre vos besoins. Edouard Caraco, C-A-R-A-C-O, on te trouve sur LinkedIn, et c'est The Braderie, évidemment, ouais. T-H-E-B-R-A-D-E-R-Y. Pourquoi un nom Braderie, ça n'existe pas en anglais? Non. The Braderie. Ouais. Bon, c'était libre. C'était .com, hein, vous l'avez en .com. Ok. Ouais, écoute, ça nous est venu comme ça. Bon, très bien. Avec thebraderie.com. Ouais. Merci énormément. Merci à toi. C'était passionnant. Je m'étais juré, non, je m'étais dit qu'en 2020, j'arrêterais de dépasser l'heure sur ce podcast. Et on est à 1h15 mais c'était 1h15 passionnante. Des bonnes résolutions qui tombent à l'eau déjà dès mi-janvier, quoi. Merci énormément et merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles à écouter ce podcast. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire.
Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.